Bonsoir à tous, à toutes. Je suis Verso Gull de la chaîne Horizon et du Hacking Social. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce premier live On vaut mieux que ça, en ce jour symbolique du 1er mai. Alors je suis en compagnie de V6 du blog Hacking Social. Bonsoir. De Margot, militante LGBT de la chaîne Vivre avec, développant les problématiques de l'handicap, du validisme entre autres. Bonsoir Margot. Ah, bon. Quelques petits problèmes de micro de la part de Margot. Je crois aussi. Et bien justement, le personnage qui s'exprime en ce moment, donc The Initial Big Bro de la team Hacking Social, que vous pouvez appeler Bébé aussi, si vous voulez. Bonsoir Big Bro. Bonsoir. Bébé, faut pas le dire trop près de l'oreille, sinon ça me fait peur. D'accord. Alors Margot, est-ce que tu arrives à te connecter? Maintenant. Ah, là, on t'entend un tout petit peu. L'internet, ouais, limite, de toute façon, on préviendra du coup quand ton internet sera en meilleur état, tout simplement. Et voilà. Oui, en attendant, peut-être présenter un petit peu ce live, de quoi il est question ce soir. Donc l'idée de ce live, c'est de se concentrer sur les thématiques liées au travail, comme toujours, depuis le début d'On vaut mieux que ça, donc d'en discuter, ce à partir de vos témoignages, des témoignages qu'on a reçus sur Facebook, dans notre boîte mail. Donc nous diffuserons ce soir quelques témoignages, vidéo et audio. On compte évidemment sur vous, via le chat ou via le Twitter, pour partager votre point de vue, vos remarques, votre vécu, qu'on essayera autant que possible de relayer. C'est aussi, on va essayer, l'occasion peut-être de partager des solutions ou des pistes de solutions, essayer de ressortir une positivité de certains vécus qui ne sont pas forcément agréables. Donc essayer de construire quelque chose ensemble, tout simplement. Donc il ne faut surtout pas hésiter, s'il y a des petits conseils, ça peut être d'ordre parfois juridique, purement formel ou autre, ou même les petites pistes que vous avez déjà pu expérimenter dans votre quotidien. Puisque ce soir, il s'agit du travail étudiant, voilà, du travail des étudiants, de parler du travail des étudiants. Je pense que beaucoup ont connu le travail étudiant, certains le connaissent encore. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer sur un sujet qui est très souvent mal présenté, en tout cas dans les médias traditionnels, on va dire. Alors, le travail étudiant, qu'est-ce que c'est? Ça peut être tout à fait des stages, quand on est stagiaire, vendeuse dans des grandes surfaces, dans des grands magasins, caissier, alors restauration rapide, livreur, agent d'entretien, saisonnier, service civique aussi. Donc on a vraiment différents, ce qu'on appelle parfois des petits boulots, des petits jobs. Ou des jobs de merde. Ou parfois des jobs de merde. Tous ces petits jobs temporaires. Et parce qu'ils sont temporaires, justement, très souvent, on peut véritablement parler d'exploitation des étudiants. Et c'est de cette exploitation des étudiants qu'on va essayer d'évoquer ce soir, en essayant de brasser le plus large possible à partir de vos expériences. Alors, est-ce que Margot, tu as réussi à te reconnecter? Oui, normalement je suis là, donc bonsoir. Voilà, super. Très bien. Alors, cette rencontre avec le monde du travail commence très tôt, dès le collège, dès le lycée parfois. Je pense bien sûr, pour ceux qui l'ont connu, aux fameux stages. Alors, ces fameux stages... alors, n'hésitez pas à nous exprimer un petit peu ce que vous avez pu recevoir. On va commencer par un petit témoignage qui va donc nous lancer sur ce stage des collégiens, des lycéens dans le monde professionnel, cette rencontre avec le monde professionnel. On se fait chier quand même. Comment j'en suis arrivé là déjà? Primaire, collège... Ça allait, facile. Lycée, aïe. Élève fainéant, irrégulier, absent, en baisse. Comme ma confiance en moi. Première année d'études en qualité et logistique, ou comment être un employé modèle et optimiser le rendement de mon entreprise. Pas tellement mon truc. Et puis le stage. Et quel stage? Une petite boîte de décolletage, pourquoi ça se passerait mal? Et puis ça change d'être assis toute la journée. Ça, pour être debout, j'ai été servi.
Heureusement, je pouvais appuyer sur un bouton toutes les 10 minutes pour m'occuper l'esprit. Je peux prendre cette chaise qui sert à personne? Ouais, vas-y, pas de problème. Pas de problème. Rapport de stage, 8 sur 20. T'as pas honte de rester assis alors que tout le monde est debout? Et j'avais dit pas le droit au portable. Désolé, chef. Ma performance d'appuyeur de bouton valait donc 8 sur 20. Quelque chose cloche. Bon, bah c'est raté. Encore. Aujourd'hui, j'apprends enfin ce qui m'intéresse à la fac. J'ai toujours du mal à retenir 200 dates de création d'œuvres et 200 noms d'artistes ou réalisateurs pour les partiels. Et puis j'ai vraiment peu de cours, mais faire ce que j'aime, ça a pas de prix. Bientôt le monde du travail. En vrai, je suis pas pressé. Vraiment pas pressé. Clairement, on vaut mieux que ça. Le stage en entreprise, donc. Alors, peut-être Big Bro, tu as des choses à dire là-dessus, ou est-ce qu'on a peut-être des commentaires? Alors là-dessus, en fait, j'avais préparé du coup un petit quelque chose. Mais du coup, en fait, c'était un petit peu au global par rapport à l'évolution en fait de la vie en études. C'est du coup, je vais prendre mes petites notes et du coup, collège primaire facile. Donc là, je fais que le citer. C'est dans l'idée où justement l'éducation nationale rend très très nostalgique, puisque c'est dans l'idée où, bah, en gros, tu commences peut-être ta vie, tu commences à avoir des trucs assez compliqués, mais c'est quelque chose aussi qui est extrêmement adaptif, donc qui va pouvoir prendre en compte les gamins et du coup pour leur permettre du coup de bien s'intégrer, de pouvoir commencer à apprendre plein de trucs tout simplement. Et le truc, enfin, de toute façon, l'idée, c'est 16 ans, jusqu'à 16 ans, en tout cas, l'école est obligatoire, donc c'est obligatoirement facile, donc c'est aussi dans l'idée où ça dévalorise le niveau que t'as à 16 ans. Enfin, là, j'ai vraiment pris de la citation et fait de l'analyse de comptoir. Après, lycée aïe. Donc là, le lycée, du coup, c'est un peu la première approche avec du coup le monde adulte, avec du coup le monde du travail aussi, avec aussi le futur. Donc quel adulte je vais devenir? Je fais quoi? Est-ce que je suis ma passion? Est-ce que je vais plutôt vers des tafs qui embauchent pas mal? Donc ça c'est aussi une très très grosse pression qui est mise du coup sur le dos des lycéens. Donc est-ce que Je te du coup coupe tu 2 secondes. En Ouais, fait, ce oh, que vas-y. tu veux dire, bébé, c'est que tout le système éducatif tourne un peu vers le travail, déjà. On commence à y Exactement. penser dès le collège, lycée, tout est tourné vers le travail, dès l'orientation, même en quatrième. Maintenant, il y a le stage au collège que je n'ai pas connu parce que je suis trop âgée pour ça. Oui, tout est tourné vers le travail. Donc, je te laisse peut-être continuer, excusez-moi. Non, mais justement, enfin, faut pas hésiter à me couper, hein, de toute façon. Mais Ouais, et oui, donc il y a le stage de troisième qui arrive, déjà il commence à avoir des abus à ce moment-là. oui, effectivement. Bah après, c'est assez courant du coup les gamins qui sont exploités, enfin, qui font littéralement un taf complètement inintéressant, qui ne montre absolument pas ce qu'est le boulot. Je me souviens d'un gamin qui avait témoigné, donc c'était en gros l'idée. Il était dans une entreprise d'informatique, il voulait devenir plus tard ingénieur informaticien, pour un peu ce que c'était. Résultat, il s'est retrouvé pendant une semaine à passer le balai. Donc il Oui, y a déjà alors ça plus c'est très passionnant. courant, ouais. Les stages, les personnes vont dans un stage pour un emploi quand même qualifié, assez important, et ils se retrouvent à faire les tâches dont personne ne veut. Alors ça c'est quelque chose qui est récurrent dans nos témoignages, on voit ouais, des stages qui n'apprennent rien, si ce n'est à faire des tâches qui n'ont pas besoin de compétences ou de connaissances. Donc il y a déjà un gaspillage pour l'étudiant il faut se rappeler, il n'est pas payé et il n'apprend rien. Il y a déjà un gros problème. Il y a un autre problème aussi, c'est qu'on voit au niveau de l'organisation, c'est que certaines entreprises ne fonctionnent qu'avec des équipes de stagiaires. Je me rappelle d'un témoignage, c'était hallucinant, il n'y avait pas de CDD, pas de CDI, il n'y avait que des stagiaires qui revenaient
sans cesse. L'un était viré, enfin l'un c'était la fin de son stage, et ben il formait l'autre stagiaire qui venait, et il y a des entreprises oui, qui ne fonctionnent qu'avec ça. Donc il y a un gros problème vis-à-vis du statut de stagiaire, où déjà ben, les personnes n'apprennent rien. Où elles ne sont pas payées alors qu'elles travaillent. Parfois, certains stagiaires travaillent des horaires impossibles, plus de 35 heures, la nuit, c'est vraiment terrible. Alors on a justement AM Puxen qui nous dit perso, j'ai été dans des entreprises qui utilisent des stagiaires en faisant des rotations de stagiaires de 2 mois pour ne pas avoir à les payer. Donc on a effectivement cette exploitation du stage. Alors bien sûr, on ne parle pas forcément du stage collège ou lycée, bien sûr. Mais juste pour revenir au stage qu'on peut faire très tôt, déjà il y a cette découverte du monde professionnel, avec notamment l'injonction paradoxale dans le monde professionnel qu'on découvre. Oui, mais là, dans l'exemple qu'on a eu, c'était plus une situation paradoxale. Alors, je vous le rappelle, on lui disait s'il avait besoin il demandait à avoir la chaise, on lui disait oui, tu peux t'asseoir, tu peux prendre la chaise, et ça lui a été reproché après, ça lui a donné une mauvaise note. Alors c'est typique du monde du travail, du monde actuel, je dirais, du travail, où on a plein de situations complètement paradoxales. C'est oui, tu as le droit, mais non, en fait, tu n'as pas le droit. Ou alors fais ceci. Mais c'est illégal et si tu ne le fais pas, tu m'auras désobéi, ce sera très mal. Alors on verra ça, un exemple d'une injonction paradoxale un peu plus tard, mais voilà. En fait, la situation paradoxale, c'est une situation où on est toujours en tort, quoi qu'on fasse, même si ça a été permis ou autre. Voilà, c'est pas l'exemple ici, c'était la chaise, je crois. Il avait posé une question à propos du fait qu'il était debout, est-ce qu'il pouvait utiliser une chaise? On lui avait dit oui. Et puis après, reproche par la suite de ne pas être resté debout, justement, pour son métier qui consistait, enfin, son activité qui consistait, semble-t-il, à appuyer sur un simple bouton. Voilà, alors... Crékodai, si je prononce bien. J'ai fait 4 mois de stage non rémunéré, on m'avait promis un CDD, car je travaillais bien. À la fin du stage, on m'a ignoré. J'ai 26 ans, je n'ai jamais travaillé. Alors oui, la question de la promesse du CDD. Alors ça n'arrive pas qu'aux stagiaires, ça arrive aussi aux personnes qui sont dans des contrats spéciaux promis par... On a un problème son. Ah, on a un problème son. Effectivement, mon micro s'était coupé. Du coup, je ne sais plus ce que vous avez entendu ou ce que vous n'avez pas entendu. On a eu un problème de micro, veuillez nous excuser. Oui, alors donc pour résumer ce que vous n'avez peut-être pas entendu, on disait que le stage aussi, quand ça se passe mal, il y a le chantage à la note. C'est-à-dire que l'employeur dit si tu fais pas ça, tu auras une sale note et tout ça. Et il y a aussi du côté, l'étudiant n'ose pas se plaindre à l'école ou à son université de peur de cette mauvaise note ou de ne plus avoir de stage. Enfin, il y a tout un tas de pressions qui sont assez horribles et qui font la condition stagiaire vraiment quelque chose où il peut y avoir toutes les dérives possibles, quoi. Et vraiment, je pense que tout le statut de stagiaire est à revoir, de A à Z, parce qu'il y a vraiment trop d'abus. Il est à revoir, notamment que ce soit en collège ou au lycée, puisqu'il n'y a pas du tout de vérification par derrière, et parfois il y a vraiment de l'exploitation. Il est à vérifier au niveau des stages à l'université ou pour les études supérieures. Voilà, donc si là-dessus, tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Big Bro? Bah oui, en fait, c'est justement, enfin, et ça permet du coup à certaines boîtes d'avoir justement des travailleurs gratuits. Et pas que des petites boîtes. Enfin, il y a des boîtes qui sont connues nationalement, entre autres des radios d'ordre national que je ne citerai pas, qui fonctionnent tellement avec des stagiaires, qui finissent par avoir des animateurs qui viennent du coup des équipes de stagiaires, et qui au final se font appeler pendant plusieurs mois, plusieurs années, les stagiaires. Voilà, donc ça, c'est arrivé dans une émission qui est plutôt connue, qui passe à 23h. Je fais des clins d'œil appuyés.
Et voilà, enfin effectivement le stage est du coup un moyen en fait d'avoir non seulement un travailleur gratuit, mais en plus un travailleur enfin corvéable à merci. C'est quelqu'un qui connaît pas bien le monde du travail assez souvent. C'est quelqu'un qui n'est pas syndiqué. Enfin voilà, bref, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer. Donc du coup, c'est très 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 facile de les foutre dans la merde, tout simplement, quoi. On avait encore eu un problème de son. Vas-y. Oui, je disais qu'il y a des statuts proches du stage par Pôle emploi. En fait, le Pôle emploi envoie des travailleurs gratuits à des employeurs. Donc ça peut durer une semaine, ils signent juste un papier, ils travaillent comme les autres et il n'y a rien, quoi. Y a pas de, enfin, et ça, c'est des statuts qui sont passés très récemment, hein. Avant, il y a encore quelques années, ça ne pouvait pas se voir, hein. Mais là, Voilà, et donc effectivement, alors j'ai vu aussi une petite remarque de Chambre Générale concernant les chantages. C'est une partie intégrante du taf, je cite, hein, que ce soit pour un CDI, des résultats, etc. Effectivement, il y a ce chantage au travail. oui. Alors, il y a une phrase qui revient tout le temps dans tous les témoignages que j'ai pu voir, ça, souvent dans les supermarchés. Si t'es pas content, il y en a 100 qui attendent derrière toi. Ça, c'est vraiment une phrase qui revient tout le temps. C'est-à-dire que l'employé, qu'il soit stagiaire ou même en contrat, même en CDI, hein, ben, tout le temps, il y a ça. Dire, bah non, je m'en fous de tes plaintes. De toute façon, il y en a 100 derrière toi. C'est qu'il y a... En fait, la personne ne peut plus se plaindre, ne peut plus signaler un problème qui pourrait pourtant améliorer l'entreprise. Euh, et ça, c'est directement lié à notre situation économique et le fait que l'humain ne soit plus une ressource rare. Il est en quantité et donc ça encourage, on va dire, un management plutôt psychopathe, disons sans empathie, où on peut jeter les gens, ne pas avoir à être aimable, être menaçant, tout ça. Donc souvent, ce que je fais, l'exercice qu'il y a à faire, c'est imaginons qu'est-ce qui se passait si l'humain était une ressource rare, si on était très rare et que c'était les employeurs qui cherchaient des gens à tout prix qui n'en trouvaient pas, tellement c'était rare. Et ben, il y aurait vraiment beaucoup moins de comportements d'abus. Ouais, je vous invite à imaginer cette situation où il n'y aurait pas de chômage du tout et l'humain serait très très rare et ce serait dur d'employer, de trouver quelqu'un employé même pour un boulot très très bien. On a un témoignage de Hugo Pellet qui nous dit, pour avis, la rémunération de l'étudiant en médecine standard, donc stagiaire, pour 14 heures de garde aux urgences de nuit, de 18h30 à 8h30, donc travail, avec de vraies responsabilités, des vies entre les doigts, 40 euros brut. 40 euros. Toute sa nuit. Oui, 40 euros. Ouais, ben d'accord. Ouais, bah ça aide pas. Alors il y a un autre point de vue qu'on n'a pas vu aussi, c'est le travail lui-même. Quand on est, ben là on est à l'hôpital. Qu'est-ce que ça va donner sur les patients, ou alors dans un autre emploi, sur les clients, sur le travail lui-même, sur la construction du produit qu'il peut y avoir. Quand on a des personnes qui sont aussi maltraitées d'un point de vue salaire, d'un point de vue social, bah, le travail ne peut pas être d'une qualité optimale, quoi. Et c'est vraiment pas bon. Bah, là, quand on travaille dans le médical, c'est quand même inquiétant. Et résultat, ce qu'on a Oui, pu... clairement, parce que là, Vas-y, excuse-moi. là surtout, c'est déjà l'étudiant qui va énormément souffrir. Il a 14 heures de travail et j'ai lu des témoignages dans lesquels des emplois ne pas avoir de pause ou avoir vraiment des pauses de 5 minutes pendant 14 heures de travail de nuit. Et là, après, c'est les patients qui vont en souffrir. Et c'est tout le service de l'hôpital qui est un service de santé qui est extrêmement important. Et, et c'est dangereux. Oui, c'est pour ça qu'il faut absolument. Moi, ça me choque, hein, ces statuts de stagiaire et tout ça. Je veux dire, à partir du moment où on travaille,
Un contrat, c'est je te donne ma force de travail, en échange, tu me donnes de l'argent pour vivre, survivre et vivre. Ça, c'est un contrat honnête. Le reste, pour moi, me semble malhonnête, hein. Même si c'est une formation, il y a quand même du travail. Là, c'est 14 heures d'affilée. C'est énorme. On peut pas avoir une concentration optimale en 14 heures de travail. On peut pas. Ça mérite un salaire, un vrai salaire qui au moins puisse être un peu motivant, une bonne considération. Et même, je dirais, là, il faudrait carrément réduire à au moins 4 heures, même, je dirais 4 heures pour ça, parce que c'est beaucoup trop. Alors donc c'est Aurélie qui nous dit, et quand on est étudiant, si on n'est pas dépendant financièrement, quand c'est les parents qui payent, ça fait réfléchir à deux fois avant de claquer la porte. Effectivement, il y a déjà, posons-nous la question, qu'en est-il du travail étudiant en France? Alors on a été un petit peu se renseigner, on a été voir du côté l'observatoire l'Observatoire national des étudiants pour voir un peu ce qu'il en était en France. Alors, en ce qui concerne la France, il s'agit là d'un rapport qui date de 2003, donc j'ai pas trouvé plus récent, pour la simple raison qu'il y a une étude en ce moment en 2016, mais elle n'est pas encore sortie. Donc ce sera intéressant de voir la petite mise à jour. Alors ce qu'on peut constater déjà, c'est que dans le monde étudiant, donc l'année universitaire, on a 45% donc, d'activités rémunérées. Donc ça fait presque un étudiant sur deux qui est dans le monde du travail, soit dans le stage, soit dans le job, etc. Ça correspond à 35% pour les emplois, ça correspond à 17% dans les stages, etc. Donc je vous laisserai voir ça un peu plus en détail. Vous pouvez retrouver la documentation et les sources sur donc l'Observatoire national des étudiants. Mais ce qui est très intéressant, c'est de constater quelque chose. Lorsqu'on va un peu plus dans le détail, c'est qu'on voit qu'il y a une différence entre les étudiants et les étudiantes. Alors quelle est cette différence? C'est que on voit déjà que l'activité rémunérée pendant l'année universitaire est un peu plus importante en termes de partage pour les femmes. Mais ce qu'on constate beaucoup, c'est que dans l'activité rémunérée, regardez bien, donc je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien par rapport au live, on voit que les femmes font davantage, en tout cas dans le partage de l'activité rémunérée, des petits boulots, des jobs divers, et beaucoup moins de stages. Et inversement, en ce qui concerne les hommes, parmi ces activités rémunérées, moins de petits boulots, moins de jobs comparé aux femmes, et par contre davantage de stages. Donc on voit déjà que la différence de points est assez flagrant. Alors oui, ça s'explique par du sexisme, hein, tout simplement. Les garçons sont plus aidés par leur famille. On leur permet plus de faire des études, hein. Ça commence dès la famille. Une femme, non quoi. On ne la pousse pas à faire des études, on n'encourage pas forcément, on ne l'aide pas forcément. C'est d'abord le fils, quoi, qu'il faut rentabiliser, on va dire, faut investir dans le fils pour pour les études et le métier, et la femme fera les enfants, hein, c'est bien connu. Donc c'est une triste réalité, sachant qu'en plus, sur d'autres stats, souvent les filles ont des bien meilleurs résultats à l'école, globalement. Donc c'est vraiment un peu du gâchis, quoi. Donc le sexisme est une problématique qu'on rencontre énormément, évidemment, dans les témoignages. Je dirais qu'il y a même un sexisme institutionnalisé dans les entretiens d'embauche, par exemple. À une femme, on lui demandera toujours si elle veut des enfants. Ça, c'est quelque chose de systématique. Vous pouvez demander aux femmes autour de vous, elles vous diront toujours ça. Alors qu'aux hommes, non, on leur demande jamais s'ils veulent des enfants. Et alors c'est une question qui est illégale, hein. Normalement, on n'a pas le droit de vous poser cette question. Cependant, elle est systématique quand même parce que quand vous êtes en entretien d'embauche, bah, vous n'allez pas commencer à vous opposer à votre futur patron parce que vous avez besoin de cet emploi pour vivre. Donc on est coincé. La personne ne peut pas réagir face à ce sexisme. Donc c'est vraiment une problématique complexe. Oui, et d'autant plus pour les stages et les stagiaires, parce que le statut de stagiaire, donc déjà qui est précaire,
partir de son stage comme ça, on sait on nous met dans la tête qu'on a de la chance déjà d'avoir un stage parce que tant d'autres attendent, parfois financièrement c'est impossible pour nous de le quitter. Donc ça favorise les comportements de harcèlement par exemple, et les femmes toujours sont plus visées par les violences sexistes. Donc ça peut être du harcèlement sexuel, ça peut être tout ce genre de choses qu'on a reçu en témoignage et qui est tué quand on est stagiaire parce que forcément on a un statut plus précaire. Ouais, le stagiaire est considéré globalement comme un inférieur. C'est horrible, hein, Alors ne croyez surtout pas ça de vous quand vous êtes en stage, vous n'êtes pas inférieur, hein, vous êtes un être humain comme les autres. C'est pas parce qu'on apprend qu'on est inférieur, hein. On reste humain, égal aux autres, qu'on soit jeune ou inexpérimenté. Ça, il faut surtout pas se confondre avec son statut ou avec son activité du moment. Ça serait faire preuve de préjugés vis-à-vis de vous-même. Donc, Pour réagir au chat, donc Anko dit ce que vous dites est faux au niveau donc, du sexisme dans les études, je crois, si j'ai bien compris. Et à l'emploi, oui. Alors on parle ici du fait de ne pas être à égalité, en fait, par rapport aux études. Par rapport au fait, il est nécessaire, alors indépendamment du stage aussi, en ce qui concerne les jobs, il est nécessaire de pouvoir payer son loyer, de pouvoir de se nourrir, etc. Et on voit qu'il y a davantage de femmes, en tout cas dans le partage de l'activité rémunérée, qui travaillent, qui ont besoin de travailler par rapport aux hommes. Donc là-dessus, il y a déjà, on va dire, qui découle de quoi? Ça découle pas d'un sexisme par rapport à l'université en soi, c'est pas du tout ça qui a été dit. C'est tout simplement des normes sociales qui ont la vie dure et qui font encore toujours rappeler. Voilà. oui, alors le sexisme dont je parlais à l'entretien d'embauche, c'est les petites questions, hein. C'est pas, la personne n'a pas une dent contre les femmes, ou des choses comme ça, mais c'est on va dire du sexisme banal, c'est-à-dire que l'employeur qui pose cette question part du présupposé que la femme, elle va tomber enceinte directement et puis il va se retrouver avec une employée en moins directement. Et que une fois qu'elle a des enfants, elle sera tout le temps à s'occuper des enfants. Donc il imagine la vie de la femme comme autrefois. Il n'imagine pas, c'est du sexisme envers les hommes aussi. On pense que les hommes vont pas prendre les arrêts maladie avec les enfants ou pas prendre d'arrêt de congé paternité. Alors que c'est possible. Donc ça relève d'une vieille pensée, on va dire, alors qu'il y a tant d'autres possibilités maintenant. Ce qu'on retrouve en général dans le travail, bien sûr. Big Bro, tu voulais dire quelque chose, je crois. Oui, je viens tout juste de voir un commentaire en plus qui concerne le stage et qui en plus concerne du coup les joies du validisme. Stage et handicap. Une fois on m'a dit, je vous ai pris parce que j'ai pensé que vous ne trouveriez jamais. J'ai passé le stage sans aucune aide sur la gestion du projet web, j'étais livré à moi-même. Donc déjà de base, de toute façon, prendre un stagiaire sur quelque chose d'aussi gros, du coup c'est souvent prendre quelqu'un de surqualifié, donc du coup quelqu'un qui pourra faire plus ou moins le taf parce qu'il saura de toute façon de base le faire, mais qui n'aura jamais fait l'application dans l'entreprise. Donc du coup quelqu'un qui sera très très stressé et qui flippera à chaque fois de merder. Et en plus, avec le handicap, et en plus cette condition-là, enfin, l'idée c'est le seul mec qui a voulu de moi parce que je suis handicapé, autrement ce serait trop les galères, voilà. Enfin, c'est le placer un peu en tant que bon samaritain. Et là, du coup, il y a une espèce de démultiplication, du coup, des problématiques classiques chez les stagiaires. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que dans le cadre du stage, ce qui est validisme, le sexisme, l'homophobie, les LGBT-phobies en général sont complètement démultipliées. Et là, dans le cas de oui, alors je vais te prendre en stage parce que sinon tu ne trouveras rien, je ne trouve pas de mots. C'est complètement humiliant pour le stagiaire. Oui, complètement. C'est te renvoyer à ton statut d'handicapé qui de toute façon, tu ne t'inséreras jamais dans la société. On t'aidera toujours, tu devras toujours dépendre de nous. Enfin voilà, c'est replonger là-dedans. Et pour les personnes handicapées, dont je fais partie, donc c'est pour ça que je m'exprime beaucoup là-dessus, c'est complètement rabaissant, humiliant, et après ça a des conséquences sur la santé mentale des personnes handicapées. Donc c'est pas juste une petite remarque, oh regarde j'ai été gentil, du validisme qui se veut gentil mais qui a des conséquences désastreuses.
Alors, je pense que je vais retourner un petit peu le problème là. Je pense que tous ces discriminations, ces problèmes dans les rapports sociaux, alors c'est ce qu'on reçoit le plus hein, sur le site, c'est la catégorie qui explose, c'est les problèmes des rapports sociaux, les rapports entre les personnes. Si on renverse la donne, comme je disais, si les employés étaient rares et qu'il fallait tout faire, fallait que l'entreprise fasse tout pour les respecter, eh ben, elle ferait attention à ces discriminations. Elle serait pas condescendante envers les handicapés, elle ferait pas de sexisme parce que elle se dira non, je vais le perdre, c'est trop risqué, il y a tellement peu d'employés possibles, je vais pas le perdre. Donc là, il y a une piste de réflexion. Une piste de réflexion pour ceux qui ont du pouvoir, notamment. Si les personnes étaient plus rares sur le marché du travail, si on leur offrait un petit quelque chose. Alors, je vais encore répéter ce que j'ai pu dire à d'autres lives, mais si elle avait un revenu suffisant en chômage et que c'était pas stigmatisant, donc un revenu universel ou un salaire à vie ou un revenu de base universel, il y a plein de variations. Bref, Eh ben, du elle bif. pourrait dire, oui, voilà, elle pourrait dire, non, ce que vous dites là, c'est interdit, c'est c'est catégorisé comme une discrimination, hein, actuellement, c'est ce qui est dans le code du travail, il n'y a pas le droit de faire ce genre de discrimination. Elle pourrait le dire directement. Et peut-être que l'employeur se dirait, bon, ben, pour avoir vraiment un employé, il faudra que je fasse attention à ça. La prochaine fois, il apprendrait quelque chose. Donc, le rapport de force serait renversé. Et ça permettrait aussi à l'entreprise de s'améliorer, d'être plus humaine, et sans doute avec les clients, avec les fournisseurs, et tout ça, ça ferait un cercle vertueux. Donc, ce n'est pas quelque chose contre les entreprises. Au contraire, je pense que ça pourrait vraiment leur permettre d'évoluer, d'avoir je sais pas, des clients plus fidèles, avec des employés heureux. C'est toujours plus plaisant d'être dans un endroit où tout le monde paraît heureux. Donc voilà, quand je parle de ça, des revenus universels, c'est parce que ça serait vraiment un atout pour tout le monde, hein, y compris les entreprises. Alors, il y a eu deux questions sur le chat. Alors, la première, c'était, enfin, une question de tout à l'heure. Quelle était la source du graphisme? Alors, c'est l'Observatoire national des étudiants. Les documents sont en accès libre, hein, donc vous pouvez y aller. Il y a une étude en ce moment, je crois, en cours, qui n'a pas été publiée. Donc, il y aura de nouveaux éléments bientôt. Ce sera intéressant de faire un petit constat de ce qu'il en est. Une autre remarque ici aussi alors que je ne confonde pas, voilà, Samuel Le Petit. Faut pas oublier non plus le fait qu'en stage, le stagiaire ne cotise pas pour sa retraite, la sécurité sociale, qu'il n'a pas le droit au congé pour les stages de 6 mois. C'est sympa. Voilà. Oui, il y a Margot aussi qui voulait dire un truc, justement. Ah bah, j'allais repartir sur quelque chose de très long, mais je vais juste passer comme ça discrètement. Lucie, dans ce que tu disais, ça m'a fait penser que en ce moment, c'est l'employé qui est... Attends, oh là là, bah, bien sûr, maintenant je ne trouve plus ce que je veux dire. Oui, donc on est dans une logique de c'est l'employé qui a besoin de l'entreprise, parce que c'est lui qui a besoin d'argent pour survivre, c'est lui qui a besoin de ce statut aussi de travailleur pour être mieux vu. Parce que le statut de chômeur est très mal vu socialement. Et on passerait donc dans une logique de s'il y avait moins de travailleurs et plus de place. Enfin, comme tu disais, on passerait dans une logique de c'est l'entreprise qui a besoin des employés, c'est l'entreprise qui a besoin des travailleurs. Et ça permettrait aussi, et là je pense toujours au statut des personnes handicapées ou des personnes malades ou des personnes qui ont besoin de conditions de travail différentes de la norme, de la moyenne plutôt. Ça permettrait à l'entreprise de s'adapter à ses employés, comme ça devrait être normalement à la société de s'adapter aux différentes différences. Donc je pense que ce serait vraiment intéressant effectivement de réfléchir à ça, à cette façon de voir les choses. Ça permettrait de faire évoluer des points au niveau du travail des stages. Oui, tout à fait. Il faut que l'employé, là, on parle de ressources humaines, de ressources, c'est-à-dire d'objets à exploiter. Quand j'entends ressources, moi, ça fait toujours penser à la civilisation. Enfin bon, je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs là, mais ça me fait penser à une matière, du minerai qu'on exploite.
Et c'est la définition du dictionnaire. Une Oui, ressource est un moyen. est un moyen, on exploite. Et là, actuellement, c'est qu'il y a tellement de personnes en demande d'emploi, en recherche d'emploi à tout prix, que les employeurs, si on reprend cette métaphore de la ressource, ont des stratégies de pollueurs. C'est-à-dire, je prends une ressource, je l'exploite et je la jette, quoi. Je l'exploite à fond, je la vide, je la presse comme un citron, et bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, il y en a plein d'autres. Il y en a 100 qu'attendent derrière. Donc, il faut absolument renverser ça, parce que une situation, un contexte comme ça favorise des comportements psychopathes. C'est pour ça qu'on trouve de plus en plus une proportion de psychopathes en entreprise qui augmente, parce que le contexte social pousse à ça, encourage ça, parce que c'est Alors juste peut-être psychopathe, puisque sans ça peut faire bondir certains de quoi ils parlent, psychopathe. Alors psychopathe, ça veut dire sans empathie. Voilà. Finalement, on oublie, on n'a plus aucun égard par rapport à l'autre, l'altruisme disparaît totalement. Et effectivement, dans le stage, alors non seulement tu parles d'exploitation, mais le fait d'exploiter des stagiaires, de déjà les user alors qu'ils sont en formation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un stage, on est censé être en formation, on est censé non seulement apprendre, on est censé, alors on est censé, ça devrait aller de soi, mais ça ne va même pas de soi. En tout cas pour l'employeur, peut-être essayer d'enthousiasmer un minimum le stagiaire qui potentiellement, si tout se passe bien pour lui, pourrait déjà être dans ce secteur d'activité et peut-être dans son entreprise plus tard. Donc voilà, cette exploitation-là dégoûtait le stagiaire dès le départ, qui parfois aussi après un stage change de parcours professionnel, font autre chose. On a vu dans le dernier témoignage la personne qui expliquait qu'elle était très heureuse maintenant en histoire. Et qu'elle n'avait pas hâte justement de revenir dans le marché du travail et que sans doute, alors elle l'a pas dit, mais je suppose qu'elle va éviter peut-être de retourner dans ce type d'activité. Ça explique aussi, il y a un biais qu'on voit dans les médias, dans la bouche des politiciens, comme quoi les jeunes seraient des enfants rois, cette génération Y serait trop exigeante, pas assez obéissante, un petit peu ce que racontait Usul dans la vidéo sur les jeunes. Non. En fait, s'ils sont comme ça, c'est parce qu'ils ont déjà vu la réalité du travail. Ils ont subi cette violence de plein fouet et ils sont suffisamment conscients de cette violence pour vouloir mieux que ça, en fait. Donc ce n'est pas du tout un caprice de jeunes ou une génération Y qui serait particulière à notre, c'est que le monde du travail est super violent. On le voit, on est choqué, on arrive dedans, on arrive dans les fast-food là à 18 ans, on voit cette violence, ce monde qui est complètement fou, qui marche sur la tête, quoi. On parle de hamburgers, de frites et on se bousille la vie pour des frites. Donc c'est pas du tout un caprice de jeune, hein. C'est pas quelque chose de flemmard, c'est juste une conscience, quoi. On a conscience, quoi. Donc, avant de passer à la suite, je suis désolé, je te coupe. Quand on parle de revenu universel, c'est un vrai revenu universel, c'est pas juste 500 balles. C'est quelque chose qui permet clairement de vivre. Alors Voilà, oui, voilà. oui, tu fais bien si de tu veux, préciser, Big voilà. Bro, parce Vite, que vous allez J'ai vu entendre. ça passer dans le chat. Ouais, vous allez entendre parler de ça très fortement, en tout cas vous allez entendre parler de ça, parce que Valls a lancé la discussion sur le revenu universel. Cependant, Valls essaye d'enfumer les gens et dire que ça sera une allocation ciblée. Or, ce qui est universel ne peut pas être ciblé. Enfin, vous comprenez parfaitement, je pense. Donc, attention. Il va y avoir un enfumage sur cette arme-là. Un revenu, c'est universel. C'est un revenu qui Sans permet, exception pour tout le sans monde. exception, sans condition, qui permet de bien vivre et qui n'est pas ciblé. Ça serait pour tout le monde, hein. Et dans les projets de revenu universel, ça serait même cumulable avec les salaires, hein. Contre plafonnement, par contre, des salaires, parce qu'il faut bien le rémunérer aussi. Voilà, il y a aussi la question des bourses. Alors il y a deux choses, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui ont des bourses, ceux qui n'en ont pas. Il y a ceux qui peuvent, par leurs parents, par leur famille ou autres, ou par autres, peuvent justement se payer le loyer, ou ceux qui vivent chez leurs parents, tout simplement, se manger, se nourrir. Mais pour la plupart des étudiants,
très souvent, donc on l'a vu, presque un étudiant sur deux, il est nécessaire de travailler. Il est nécessaire de travailler et les boulots qu'on retrouve sont livreur de pizza pour aller vite, restauration rapide, dans certaines grandes surfaces, agent d'entretien ou autre, saisonnier aussi. On va donc passer peut-être à un autre témoignage qui nous a été envoyé sur bon, une entreprise que je cite, puisqu'elle le cite, c'est McDonald's. Donc restauration rapide, que certains d'entre vous ont peut-être connu, puisque beaucoup passent par ce type d'activité sans trop rester longtemps. Donc je vous propose d'écouter ce témoignage et d'en discuter après. Maintenant, voilà, je vais faire mon témoignage. Il y a quelques années de ça, j'étais étudiante. Et comme beaucoup d'étudiants, j'ai bossé à McDo pour pouvoir manger autre chose que des pâtes et du riz dans mon assiette tous les jours. Et donc, j'ai fait ma période d'essai de 2 mois. Pour moi, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de problème avec mes managers, j'ai pas eu de problème avec mes coéquipiers. J'arrivais à l'heure, je respectais le temps de travail. Euh, je faisais ce qu'on me demandait de faire. Il me semble aussi que j'ai appris tout ce qu'il fallait faire à McDo. Euh, J'étais dans les cuisines, donc voilà, c'est voilà, une bonne période d'essai de 2 mois. Et puis une manage qui est revenue de congé maternité que je n'avais jamais vue, 2 semaines avant la fin de ma période d'essai, m'a invité à venir avec elle dans le bureau. Donc je l'ai suivie et puis elle m'a dit qu'il n'y aurait pas de contrat pour moi, que c'était pas renouvelé parce que mon profil ne correspondait pas à McDo. Donc voilà, ça peut arriver, il faut savoir se remettre en question. J'ai demandé pourquoi et on m'a dit que j'avais manqué de respect à plusieurs managers. Et là, je me suis dit, attends, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas possible. J'aimerais bien savoir qui sont les personnes, qu'on m'explique pourquoi j'ai manqué de respect, en quoi j'ai manqué de respect, en venant au travail, en faisant des sandwichs toute la journée, en, en remplaçant, en étant tout seul sur des T. Tous ceux qui ont travaillé à McDo comprendront de quoi je parle. T'es au T2, t'es au T1, t'es au T3, t'es tout seul. T'es tout seul sur les 3 T, en plein rush, parce que tout le monde est en arrêt maladie ou que les gens sont pas venus bosser. Et on me dit que j'ai manqué de respect au manage. Enfin, c'était complètement insensé pour moi. Donc voilà, du coup, mon contrat n'a pas été renouvelé. J'ai pas eu plus de détails que ça. Il n'y a pas eu de confrontation, il y a pas eu plus d'explications. Et puis McDo m'a fait un bon coup de pute aussi, c'est le cas de le dire. J'ai remplacé une fois une nana qui ne venait plus travailler. Et je l'ai remplacée tout un samedi. J'ai même fait des heures, ce qu'on appelle des heures complémentaires ce jour-là, en plus du remplacement que je faisais. Et quand j'ai reçu mon solde de tout compte, ces heures-là n'étaient pas comptées. Donc j'ai été voir au bureau, à l'administration, j'ai demandé pourquoi. Et on m'a dit que ces heures-là ne figuraient pas sur mon temps de travail, alors que ce sont des heures que j'avais effectuées. Et je n'ai jamais pu récupérer. Donc en tout, ce jour-là, j'ai dû travailler 9 heures en plus, qui ne m'ont jamais été payées. Et on m'a dit, bah de toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça. Et voilà. Donc, en fait, ce qui en est ressorti après, c'est que donc je me suis fait couiller sur mes 9 heures de boulot. Et comme j'avais plus de boulot, j'ai dû manger à la Croix-Rouge pendant 3 mois parce que j'avais pas de quoi me nourrir en tant qu'étudiante. Voilà. Ça, c'était mon témoignage et je pense que le mien, il est peut-être, c'est peut-être le monde des bisounours à côté du témoignage d'autres personnes. N'oubliez pas que on est tous ensemble et c'est comme ça qu'on peut être fort. Et il faut pas leur dire oui, il faut pas les laisser faire, il faut pas se dire mais de toute façon moi je m'en fous. Au pire je travaille déjà 39 heures ou non, 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 ça peut pas fonctionner comme ça. On n'est pas des chiens, on n'est pas des numéros, on n'est pas des chiffres, nous sommes des êtres humains. Faut pas l'oublier. Bonne journée. Voilà, donc témoignage d'une étudiante à McDonald's avec donc ses 2 mois d'essai, je crois. Oui. Un mois.
Un mois. Non, ça peut être un mois ou 2 mois en fait. Enfin, le fait est qui a été licencié pour mésentente avec les managers, l'employeur, enfin avec voilà, ses supérieurs. Alors, ce qui lui est arrivé là, ce licenciement, pour soi-disant qu'elle s'entendait pas, qu'elle manquait de respect au manager. Et on lui a donné aucune justification. Alors, je connais très bien ça parce que j'ai travaillé aussi en restauration rapide. J'ai formé des gens et je savais très bien, enfin, on savait très bien, après on a su très bien par la suite, de toute façon, quelle que soit leur performance, même si c'était géniaux, ils ne seraient pas gardés. En fait, McDonald's est obligé de faire des CDI parce que c'est sa politique, on va dire, nationale. Donc, Et sinon, ils sont il- crachés dessus, tout voilà. simplement. Alors, pour faire des CDD, des faux CDD, ils embauchent plein de monde et ils les gardent pas à la fin du mois d'essai. Et ils inventent n'importe quelle justification. Donc là, ils ont dit pas d'entente avec les managers. Voilà. Alors, bah, je sais pas si elle nous entend, mais il faut qu'elle sache que ce n'est pas de sa faute, c'est quelque chose de structurel, on va dire. C'est un problème structurel dû à la politique de cette entreprise. Et ouais, du coup, Un problème structurel, un abus, hein, tout un simplement. abus. Et c'est aussi histoire de protéger un petit peu sa vitrine, puisque vous avez peut-être vu par le passé, je ne sais pas si c'est encore le cas, puisque je regarde pas trop la télé maintenant, comme sans doute beaucoup d'entre vous, des entreprises comme McDonald's ont fait beaucoup de publicité par rapport au fait qu'ils embauchaient beaucoup principalement des étudiants, ce qui est vrai, qu'ils embauchaient principalement des étudiants et qu'il s'agissait à, je sais plus combien, 95%, ce qui est vrai aussi, de CDI. Et ça, c'est vrai. Et du coup, c'est bien perçu. Sauf que ce qu'il faut préciser, il faut préciser plusieurs choses. Premièrement, comme tu l'as dit, V6, le CDI en question, il y a 1 mois d'essai, voire 2 mois d'essai, et ils utilisent cette période d'essai, prenons l'exemple des vacances de Noël, ça c'est assez fréquent, ou les vacances d'été, ils vont donc embaucher beaucoup d'employés qu'on va donc leur promettre, enfin on va donc en tout cas leur présenter ça comme un CDI avec mois d'essai. Sauf que dès le départ, ils n'ont pas prévu de les garder, ils vont attendre que le mois d'essai aille jusqu'au bout, et le dernier jour, ils vont simplement dire au salarié, ce qui était prévu dès le départ, mais ça le salarié ne le savait pas, ils vont tout simplement lui dire qu'il n'avait pas convenu, je sais pas, par rapport à l'entreprise, à son activité, ou son comportement, ou autre, ils vont inventer un détail, hein, c'est pas un problème, de toute façon c'est toujours facile de trouver quelque chose à redire, donc ils n'ont pas le CDI. Et c'est justement par rapport à cette faille, et ça aussi c'est une piste de réflexion par rapport au travail étudiant et par rapport à l'exploitation étudiante, c'est que concrètement il y a une exploitation à partir du fameux mois ou des 2 mois d'essai au niveau du travail étudiant, où justement ça leur permet de faire un réajustement et de présenter des CDI alors que ça ressemble davantage à des CDD. Et autre chose encore pour le CDI, il est très facile pour eux de faire démissionner un salarié même après le mois d'essai, même lorsque le salarié a un CDI. Pourquoi ? Et là on est encore dans l'exploitation étudiante. Un étudiant, lorsqu'il déjà il prend un emploi pour financer ses études, sa priorité ce sont les études, ce qui est tout à fait normal. Or, si l'entreprise, comme les restaurations rapides, veulent se débarrasser d'un étudiant, il suffit tout simplement de leur mettre un petit peu la pression. L'étudiant n'arrivera pas à rendre compatible ses études et le stress occasionné avec le travail, et il sera obligé de faire un choix. Alors il va soit démissionner, ou alors il va persister, et ce sont ses études qui vont en pâtir, parce qu'il ne faut pas oublier que travailler, c'est pas simplement avoir du temps en moins pour ses études, c'est aussi avoir l'esprit beaucoup plus affaibli, beaucoup plus diminué, sans compter le stress et toutes les choses psychologiques qui peuvent faire pression sur lui. Donc il y a un véritable abus de ce côté-là. Par contre, oui, je vais quand même pondérer en partie les propos. Ça, c'est du coup beaucoup à propos de la politique nationale de McDonald's, mais à savoir aussi que ça va beaucoup dépendre des petits managers, parce que du coup, ça marche en antenne, ça marche du coup, enfin oui, en antenne détachée. Du coup, c'est des franchisés et les managers du coup sont plus ou moins indépendants, on va dire. Pas les managers, les directeurs.
Le directeur, Parce oui, que si tu autant parles pour moi. si tu parles des Oui, les restaurations rapides, le managers, ils se font manager, bouffer, oui. voilà, très souvent les managers aussi, hein, qui est pas de, parlons des managers, puisque on n'a pas eu de managers qui se sont exprimés directement, mais euh, il faut pas les oublier. Il faut surtout pas être dans un clivage manager contre le salarié de base, on va dire, pour aller vite. Oui, puisque leur condition est assez misérable aussi, Oui, hein. Ils ont un petit peu plus que le SMIC, mais le truc, c'est qu'ils n'ont plus de pause. Alors, moi, je me rappelle avoir vu des managers travailler 8 heures d'affilée sans manger, sans s'asseoir, limite s'ils n'allaient pas aux toilettes, hein. Et c'était vraiment extrêmement violent, hein. Sachant que la restauration rapide, c'est vraiment épuisant, quoi. C'est un des métiers, moi, personnellement, que j'ai fait. Pour 1 heure, faut compter le double en termes d'épuisement nerveux. C'est pas tant physique, mais nerveusement, c'est insupportable. C'est vraiment. Alors, vous imaginez, ça vaut pas du tout je sais pas, les 1 500 € par mois de ne jamais se poser, parce que là, tous les heures chez lui, le manager, bah, il fait rien, quoi. Il est complètement tué. Euh, Ça peut expliquer aussi le comportement agressif que certains optent en tant que manager. Ils sont tellement dans des conditions difficiles que certains vont être extrêmement agressifs, violents. On a beaucoup de témoignages, malheureusement, sur le site, de violences physiques en restauration rapide. Voilà, ça, c'est un problème encore. et pour les managers, et c'est le cas aussi pour les salariés, en tout cas pour le travail étudiant, très souvent les questions de pointeuses. Alors les pointeuses, hein, c'est vous prenez une carte ou un code ou autre, tout simplement pour dire lorsque vous commencez le travail et lorsque vous arrêtez le travail. C'est ce qui permet notamment de vous payer, de contrôler que vous êtes arrivé à la bonne heure et que vous êtes parti à autre telle heure. En ce qui concerne les managers, il faut savoir que les managers travaillent beaucoup plus euh, que leur contrat le permet et qu'ils se font taper sur les doigts si jamais au niveau de la pointeuse ils ont été enregistrés. Or, parfois, notamment pour les clauses, alors les clauses, qu'est-ce que c'est? C'est quand le La magasin fermeture. ferme, les fermetures. Parfois, on reste beaucoup plus longtemps parce qu'il y a beaucoup plus de choses à nettoyer, etc. Et les managers se dépointent pour ne pas qu'on leur tape sur les doigts, parce qu'ils se font engueuler sinon. Donc ils se dépointent, ça veut dire qu'ils ne sont plus payés. Ça veut dire qu'ils travaillent sans être payés. Tout ça pour ne pas se faire gronder par leur supérieur, par le directeur ou autre. Donc ce sont des gens qui vont, on les amène, pardon, à se dépointer. Donc ça va quand même assez loin. Donc vous voyez la logique qu'il y a derrière et le problème que ça pose déjà de se faire gronder comme un petit enfant. Alors juste, j'ai vu sur le chat, donc Samuel Le Petit qui disait le problème c'est que les étudiants ne devraient pas travailler en fait, non. Alors effectivement c'est un problème, les étudiants n'ont pas à travailler, non seulement on n'est pas du tout, ce n'est pas du tout équitable par rapport aux étudiants qui ont à travailler et ceux qui n'ont pas à travailler. On voit notamment que les résultats ne sont pas les mêmes, il y a davantage d'échecs pour ceux qui travaillent, ou en tout cas on remarque aussi que ceux qui travaillent parfois ils doivent je sais pas, pour une licence ou un master, s'y prendre sur plusieurs années pour valider leurs UE par exemple, pour la licence, le master, etc. Bah, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps au niveau du travail. Donc ce sont à cause du travail, le travail qui était censé justement les aider pour payer le loyer, etc., les empêche de mener à bien leurs études, ou en tout cas ralentissent leurs études et la qualité des formations qu'ils vont recevoir parce qu'ils ne seront pas à 100% justement dans leurs études. Donc voilà les problèmes notamment que ça pose. Et Alors oui, surtout, les étudiants qui travaillent, ça ne dérange pas si j'y go. vas-y. J'étais inspiré. Et du coup, surtout que l'idée des étudiants qui travaillent reste une aberration dans nos sociétés où on se dit qu'il n'y a pas assez de travail. C'est dans l'idée, du coup, si les étudiants vont en travailler en plus de leurs études, ce qui quand même demande pas mal de temps, même en première année de fac, hein, pour avoir testé, c'est quand même pas mal de taf. Effectivement, enfin, les étudiants prennent du travail aussi aux gens, dans la logique de notre société actuelle Oui. où on se dit le chômage est un grand problème. Parce que les étudiants sont censés ne pas avoir fini leur formation.
Donc ils pourraient ne pas travailler, rien que pour ça. On va attendre que les personnes aient fini leur formation à l'université afin de trouver un travail. Ça serait plus logique en quelque sorte. Alors il y a un autre problème aussi là-dessus, c'est que le système de bourse, il est catastrophique. Il est d'abord misérable. En termes d'argent, je veux dire, le maximal, il me semble, c'est 400 euros, maximum 600 euros, et encore peut-être que je m'avance un peu trop. 700 si Qui, t'as des gamins. ouais, qui vit avec ça? C'est pas possible. Ou alors, vraiment, c'est vraiment très Et très dans les galère. grandes villes comme à Paris, par exemple. Et il y a ça, encore faut-il y avoir le droit. Euh, c'est très difficile d'avoir le droit à une bourse, même quand on est dans une situation terrible. Il y a beaucoup de parents, pour des raisons particulières, de situation familiale, qui peuvent pas donner de l'argent à leurs enfants pour les études. Et pourtant, par exemple, ils vont avoir un travail correct, les deux, mais ils ne pourront pas donner de l'argent. Et la personne n'aura pas de bourse. Ça fait qu'elle aura rien du tout. Elle n'aura pas le droit à l'URSA non plus, parce que elle n'aura pas travaillé forcément. Elle est trop jeune pour avoir cumulé de l'expérience. Elle n'aura pas le droit aux aides de Pôle Emploi non plus. Et ce qui arrive à des situations dramatiques, comme on a entendu dans le témoignage, c'est que ben il y a plus qu'à demander au Resto du Cœur à manger. Il y a plus que ça. Donc on a des étudiants qui sont en plus de souffrir au travail, de cumuler les deux, et s'ils n'y arrivent pas, qui se font licencier, ils meurent de faim, quoi. Et parce que tout l'argent, peut-être même les bourses sont passées dans tout le logement, ou voilà, ou dans des dettes particulières. Donc on a vraiment des situations dramatiques pour les jeunes. Donc comment commencer une vie professionnelle là-dedans, quoi? C'est extrêmement décourageant de commencer par une si grande précarité. C'est vraiment terrible. Et il y a sur le chat, bon, certains ont parlé jusqu'ici de tout ce qui peut être du domaine du juridique, des prud'hommes, etc. Mais les employeurs, beaucoup d'employeurs justement dans le travail étudiant, et là encore on est dans l'exploitation, il y a du côté des étudiants déjà un turnover, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne vont pas rester dans tel métier, dans tel boulot. En restauration rapide par exemple, en prenant ce cas de figure comme le précédent témoignage. Ce sont des gens qui vont rester euh, parfois ça peut être que l'été, ça peut être saisonnier, ça va être 1 an, 2 ans. Et si vous allez interroger, et faites-le d'ailleurs, vous pouvez faire ce test si vous n'avez jamais travaillé dans ces activités-là, vous pouvez interroger, il y a un livreur de pizza qui vous envoie la pizza, posez-lui la question, demandez-lui à peu près l'ancienneté des gens avec qui il travaille. Et vous remarquerez que très souvent, les plus anciens, enfin ils sont considérés comme anciens, ceux qui ont par exemple 2 ans, 3 ans, en tout cas au niveau des salariés. Donc on ne compte pas les managers où parfois ils ont davantage d'expérience derrière eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le turnover est tellement fréquent que premièrement, installer un syndicat à l'intérieur d'une entreprise, alors là on est pour le côté syndical, ou en tout cas essayer de mettre en place des pare-feux, ou dans le droit, tel qu'il est possible de le faire, c'est déjà très délicat parce qu'il n'y a pas cette permanence au niveau des salariés. Et ça les employeurs aiment beaucoup, parce que c'est très facile via ce turnover justement, de faire en sorte que les problèmes ne restent pas, que les étudiants ne vont pas s'engager justement au prud'homme, les syndicats, l'inspection du travail, parce que c'est beaucoup d'énergie, et encore une fois, l'énergie, il n'y en a pas, ou pas assez par rapport aux études, et ça arrange beaucoup l'employeur. Donc on est vraiment dans ce cadre-là, on est vraiment dans cette non-permanence des salariés qui ne peuvent pas collectivement mettre en place certaines choses, qui parfois ne sont même pas au courant de leurs droits parce qu'ils découvrent le monde professionnel. Exemple, la convention collective que l'on trouve normalement dans l'entreprise et qui doit être à disposition des salariés, eh bien certains ne savent pas qu'elle existe, d'autres, alors la fameuse convention collective, et ça vaut pour beaucoup d'entreprises, vous le savez très bien, vous voulez la consulter, quand la convention collective est dans le bureau du directeur, et qu'on vous dit oui, vas-y, va la consulter, et que vous êtes étudiant et que vous êtes en mois d'essai, par exemple, vous imaginez bien que si vous allez la consulter, c'est fini pour vous, tout simplement. Donc, vous voyez ce genre de pression. Donc il y a un manque d'information, il y a un manque d'expérience, ce qui est normal, c'est le premier emploi. Il y a aussi la non-permanence des salariés, et donc du coup vous remarquerez qu'on trouve très peu, il y en a heureusement, ça existe, mais on trouve beaucoup moins en tout cas je sais pas, de syndicats, de représentants, etc. Dans ce type de secteur.
Oui, et en plus, ça empêche le turnover, ça empêche la solidarité tout court entre les gens. Vu que ça change tout le temps, bah, on n'a pas le temps de nouer des liens. Je me rappelle des journées dans ce restaurant rapide avec un grand M, où il y avait 10 nouveaux. Le lendemain, il n'y avait plus personne. Et puis, le surlendemain, il y avait 15 nouveaux. C'est impossible de nouer des liens forts quand tout le monde change comme ça. Et ça, c'est un problème aussi peut-être dans d'autres emplois, c'est que on peut plus nouer cette solidarité entre métiers, dire allez tous ensemble, on va dire ça au patron, on va dire que ça il faut le changer, allez on serre les coudes, on est ensemble, c'est bon. Là on peut plus. Pourquoi? Parce que c'est des CDD, il y a des CDD partout, il y a de l'intérim, qu'est-ce qu'on va se solidariser avec les autres? Si on reste qu'un jour dans l'entreprise, c'est pas possible, c'est pas, on n'arrive plus. Donc ça c'est un gros problème aussi qui fait qu'il y ait tellement de problèmes qui restent, c'est que vu que nos contrats sont tellement précaires, on peut plus se serrer les coudes. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a très à cœur dans On vaut mieux que ça quand on recueille vos témoignages, c'est que on a remarqué naturellement que quand on postait un témoignage d'une personne, tout le monde arrivait pour la soutenir, dire allez, moi aussi j'ai fait ça, j'ai fait comme ça, je m'en suis sortie comme ça, on est avec tout corps avec toi, et ça c'est génial. Ça c'est un truc vraiment sur le tout début de l'aventure dans On vaut mieux que ça, de voir cette solidarité. Il y a une soif de solidarité de la part de tout le monde. On a tous besoin de ça et on a tous envie de le faire. Et ça, c'est vraiment, il faut continuer ça absolument. Même si vous passez en intérim un jour, une heure avec des gens, dire ça, c'est génial, comment t'arrives à travailler. Enfin, tu vois, être solidaire, quoi. Il y a ce truc-là qui a alimenté toujours. Et je pense il n'y a pas trop besoin de le pousser parce qu'on voit qu'il y a ce besoin qui sort tout seul, on va dire. On a eu quelques questions dans le chat, on va peut-être essayer des questions, des remarques, on va peut-être essayer de les mettre en avant. Alors, juste rapidement, une petite question, quelqu'un qui a dit avec humour, c'est quoi cette propagande qui défilait tout à l'heure derrière, des extraits, on voit notamment des gens, des livreurs de pizza. Bon, il s'agit d'un reportage, ça s'appelle Danger Travail, je crois, de Pierre Carl, sur notamment, et pas que, mais notamment un petit peu des conditions de travail presque de la quasi-humiliation des étudiants qui viennent travailler dans ce type de job, tout simplement. Ça, c'était pour la première question. Une autre question, c'était le gouvernement a justifié le travail du dimanche. Alors, c'est de mémoire que je dis la question, je ne lis pas, pour ça que j'hésite. A justifié le travail du dimanche par rapport notamment aussi aux étudiants pour qu'ils puissent travailler. Bah, là encore, c'est un autre problème, puisque c'est comme si leurs études n'existaient pas du coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que allez, on va mettre les week-ends pour que les étudiants puissent travailler, sauf que la semaine, ils travaillent déjà. Ils travaillent déjà pour leur... ils vont dans leurs écoles, leurs études, tout simplement, quand ce n'est pas parfois des partiels, quand ce n'est pas parfois des examens. Ils travaillent parfois le soir, parce qu'ils peuvent très bien, même en journée, le soir, ils peuvent très bien travailler à un boulot ou autre. Et du coup, on leur demanderait, ou il y aurait la possibilité qu'ils aillent travailler le dimanche, notamment tout le week-end. Vous imaginez bien que dans le code du travail, en tout cas pour un salarié qui a un travail, il y a des temps de repos. Ce temps de repos n'est pas pris en compte. C'est-à-dire qu'on sépare en deux les études et le travail, à tel point que, qu'importe, même si factuellement, on peut prouver avec le planning, le programme, les examens, etc., que le salarié est en surmenage total, eh bien, peu importe, tant mieux qu'il puisse travailler le dimanche, tant mieux qu'il puisse travailler alors qu'il aurait pu se reposer, et ce qui est nécessaire notamment dans vos études. Donc il y a ce problème-là. Donc cette excuse-là, elle est totalement aberrante et démontre bien justement l'exploitation étudiante. Et montre aussi une idéologie, comme disait l'autre personne sur le chat. Un étudiant ne devrait pas travailler, ce n'est pas logique. Il est en formation de connaissances, il apprend des choses pour, entre autres, un futur métier. Donc là est l'aberration. Pas que l'étudiant n'ait pas possibilité de travailler le dimanche. L'aberration, elle est que l'étudiant doit travailler et se couper de ses études dans un métier qui n'a strictement rien à voir et qui ne va
lui apporter que des nuisances à son étude. Donc là, on a le gouvernement, oui, qui retourne totalement une problématique, quitte à aller dans l'insensé. À la rigueur, s'ils avaient justifié peut-être pour ouvrir des postes, peut-être c'était un peu plus logique, mais non, là ça tient pas. Et d'ailleurs, enfin, le fait de prendre des étudiants à travailler, donc c'est-à-dire, enfin, déjà de base, profiter du fait qu'ils soient extrêmement précaires, parce que ce qu'ils font la plupart du temps, c'est-à-dire les études, n'est pas reconnu en tant que travail, donc du coup qui n'est pas reconnu socialement, dans une société du coup qui est ultra travailliste, et ben déjà de base c'est déjà des personnes fragilisées et en plus du coup qui vont pas particulièrement fraterniser avec les autres employés. Donc du coup pour en revenir à l'idée de tout ce qui est syndicat, tout ça, bah pour les étudiants c'est directement mort. Voilà. Oui, parce qu'ils se sentent pas concernés, c'est du passage. Ils Bah, vont ils pas peuvent pas. s'investir Ils peuvent pas. là-dedans, ils peuvent pas, et même s'ils veulent, c'est du passage. Et ce qu'on peut voir aussi parfois, c'est que on a évoqué tout à l'heure les étudiants qui du coup démissionnent, et ce qui est un levier que peuvent exercer, qui est très facile à exercer les entreprises. Hein. Pas besoin de virer les étudiants, il suffit de faire un peu de pression et généralement ils partent. Sauf que parfois, il se passe autre chose. Lorsque le stress monte beaucoup plus, l'étudiant ne va pas forcément abandonner son emploi, ou alors s'il va abandonner son emploi, mais va surtout abandonner ses études. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'étudiants qui, à cause justement du travail, à cause de ces jobs qui étaient censés à l'origine les aider, eh bien décrochent totalement de leurs études, abandonnent. Parfois certains même restent dans ce qui devait être un job temporaire. Parce que c'était tout simplement inconciliable, ils avaient un choix à faire entre leurs études ou le travail qu'ils avaient, et certains ont choisi le travail, ça c'est un cas fréquent aussi. Alors, on va peut-être passer on va rester donc toujours hein, sur ce type d'activité, sur la restauration rapide. Bon là on va rester sur McDo, tout simplement parce qu'on a un document de 2010, donc un reportage qui était qui devait être diffusé sur l'émission Capital, je crois, et qui traitait justement de la restauration rapide, c'est-à-dire McDonald's, KFC, etc. Quick, pour en citer trois. C'est ça, pour en citer trois. À propos notamment des dérives qu'il y avait à l'intérieur de cette entreprise. Ce reportage, il faut le savoir, a été censuré. Donc c'est un reportage qui n'a jamais été diffusé à la télévision. Il a été censuré. Pourtant ils ont essayé plusieurs fois. Ah oui, ils ont essayé plusieurs fois. Mais il a été censuré, donc il n'a jamais été diffusé dans le cadre de cette émission-là, tout simplement parce qu'il y a eu une pression au niveau de ces restaurants. Sauf que, merci Internet, le document est sorti sur Internet, donc vous pouvez le trouver partout, donc on a eu la chance de tomber dessus. Si vous faites des petites recherches, hein, même sur des plateformes de vidéos que vous connaissez, vous trouverez ce reportage très facilement. Où on parlait d'exploitation étudiant, il y a autre chose encore qui est dramatique, c'est que les managers, des employés, alors quand je dis les managers, parfois sans s'en rendre compte non plus, on n'est pas dans un clivage gentil-méchant, on est vraiment dans quelque chose de très systémique, partant de cette naïveté, quand je dis naïveté, c'est parce qu'ils ont peu d'expérience, partant de la naïveté des étudiants, partant du fait aussi que les étudiants acceptent parfois beaucoup plus facilement, tout simplement parce qu'ils ont juste envie de faire ce qu'ils ont à faire dans leur boulot et ensuite de rentrer chez eux pour se reposer et surtout pour faire leurs études, eh bien ils profitent justement de cette facilité à exploiter pour leur faire faire des choses totalement illégales, notamment en restauration rapide. Donc on va voir un extrait ici d'une caméra cachée, donc d'un jeune salarié, donc qui a une caméra cachée qui filme ce qu'on lui fait faire et ce qui est malheureusement fréquent en restauration rapide. Je vous laisse donc le voir par vous-même. Le manager demande maintenant à Nicolas d'effectuer une curieuse tâche. Ouais, il ne reste pas grand chose. Ça, et ça, dans une 2 litres. Dans le positif. Il doit enlever les étiquettes de péremption de tous les produits de ce frigo. Ce n'est pas la première fois qu'on le lui demande. Faut enlever les étiquettes là. Hein? Ouais. On enlève les étiquettes. Ouais. C'est bon. Et j'en mets des nouvelles directement, mais ils les mettront demain matin. Qu'est-ce qu'on a fait?
Ces cookies périmés vont donc être remis en vente le lendemain matin avec une étiquette toute neuve. Mais c'est pas normal ça à la base, parce que si c'est périmé quoi. Quoi? C'est inscrit dans le frigo. Ouais mais c'est des normes c'est des normes quoi. C'est des normes à la base. Et il n'y a pas que les cookies qui vont être remballés. Dans ce restaurant, ce système s'appliquerait à tout ce qui n'a pas été vendu. Ce soir-là, cela concerne des desserts, du fromage, des tomates et aussi des cornichons. Par contre, les cornichons, j'en fais quoi? Un couvercle. Ok. Voilà, donc on a assisté à ce reportage. Alors certains ont demandé comment trouver ce reportage sur internet. C'est simple, vous tapez reportage McDo, KFC censuré sur un moteur de recherche ou sur une plateforme vidéo. Normalement, vous ne devriez pas avoir trop de mal à le trouver. Donc c'est un reportage qui date de 2010. On mettra en lien aussi dans le replay, je pense. Oui, mais normalement, vous ne devriez pas avoir de problème à le trouver sur Internet. Il est suffisamment partagé. Vous connaissez l'effet Streisand lorsqu'on censure un document. Ce document a de grandes chances de circuler davantage. Et ce reportage qui aurait pu être oublié, il circule toujours. Et je crois que c'est important de voir ce qui se passe derrière, surtout que beaucoup de témoignages qu'on peut voir, que vous pouvez analyser, on le retrouve. Alors juste pour expliquer ce qu'il en est ici, donc il s'agit de DLC. Les DLC, ce sont les dates limites de consommation. En restauration, vous avez des dates limites de consommation. Quand vous sortez par exemple un produit de la chaîne du froid, vous devez mettre, plus 6 heures, plus 12 heures, plus 24 heures. Et une fois que ce délai est dépassé, vous devez les jeter. Donc en tout cas c'est comme ça qu'on vous forme, et c'est effectivement ce sont les règles d'hygiène, et il faut s'y plier puisqu'après ça peut être dangereux. Notamment les pains d'hamburger par exemple, si vous laissez trop longtemps après la date limite de consommation, vous avez des petits points verts qui apparaissent, et là c'est pas bon du tout. Donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit que le supérieur demande aux salariés, plutôt que de jeter les aliments, et par souci d'économie, parce que évidemment la logique derrière elle est économique, il s'agit tout simplement de ne pas jeter des produits, ainsi de ne pas avoir besoin d'en ouvrir d'autres pour faire en sorte qu'au niveau du stock, il n'y ait pas besoin de les renouveler, etc. Donc sur le long terme ça fait du gain. L'hygiène, on s'en fout, c'est pas un problème pour eux. Donc on demande d'enlever l'étiquette de la date limite de consommation, donc on n'a plus d'indication, et de la remplacer par une nouvelle étiquette plus 6 heures. C'est-à-dire que les gens qui vont arriver le lendemain, donc les salariés qui vont arriver le lendemain, vont découvrir ce changement de DLC, en tout cas ils vont penser que le produit est bon, alors que pas du tout. Et donc les étudiants, puisque les salariés sont majoritairement étudiants, on leur demande de faire ce genre de tâches, en restauration rapide par exemple. Alors si vous avez des témoignages de ce genre, n'hésitez surtout pas à nous le partager en ce moment sur le chat à côté. Ce sont des choses assez fréquentes. Alors c'est pas que en restauration rapide, vous avez sûrement dû voir des reportages dans les supermarchés avec la viande. Il y a même des mots pour ça, on coupe les parties de viande qui ont pris une couleur étrange, on les coupe et puis on les remet à la vente. Avec le colorant alimentaire aussi, que tu peux arnaquer des trucs qui ne devraient pas être commercialisés du tout. Et bien évidemment, on parle beaucoup du grand M, qui bien évidemment veut dire chez Mario, du grand Q, voilà. Et on parle bien évidemment des fast-food conventionnels, mais aussi les petits kebabs. Ouais. Alors oui, ça s'appelle la remballe dans les supermarchés, c'est Merci, plus le terme. Chez le grand M, ça s'appelle le retaillemage. Alors il y a des mélanges d'anglicisme et de français, donc on a le terme tu peux me retimer ça s'il te plaît, et puis voilà ce qu'il faut faire, il faut changer les petites étiquettes. Comment contrer ça? On est forcé, dans le code du travail, on doit obéir à son employeur. On est à sa disposition. Alors, j'ai pas l'article sous les yeux, mais on est forcé. Et en même temps, les normes d'hygiène, elles sont aussi fortes, on va dire, que le code du travail. Enfin, on n'a pas le droit de cracher, de vomir dans un hamburger, par exemple. Enfin, ce sont des normes très fortes. Donc là, on est dans une pure injonction paradoxale. Tout ce qu'on va faire est faux.
tout ce qu'on va faire peut nous être reproché. Donc non seulement on est en train de faire quelque chose qui n'est pas éthique, où on sait que ça peut avoir des conséquences graves, mais si on refuse, on risque de pas se faire réembaucher, de licencier. Mais Le mois si on d'essai le encore fait, aussi. on risque d'avoir l'hygiène, par exemple, si l'hygiène repère ça, toute la faute va tomber sur nous, et au procès, ça sera tout sur l'employé qui aura fait cet acte, parce Et qu'on qui n'est est pas au courant. on hein. est toujours responsable de l'acte qu'on fait. Donc c'est une injonction paradoxale insupportable. Et dans beaucoup de métiers, même de situations hors restauration, on voit ces injonctions paradoxales tout le temps, qui sont insupportables mentalement à vivre parce qu'on est coincé. Moi ce que j'ai vécu, c'est que je bossais en restauration traditionnelle. Par contre, l'ambiance n'était pas du tout la même. C'était un milieu où on était très autonome, où on était plutôt bien traité. Mais quand même, le patron nous disait bon, ça c'est périmé, mais vous le faites passer quand même. Hein. On disait oui, oui. Et là, qu'est-ce qui se passait? Vu qu'on était très autonome, on disait on va pas obéir à ça. Et on les jetait et on disait qu'on les avait vendus quand même. Et le problème était réglé comme ça, parce qu'on était très solidaires et parce que la structure de travail faisait qu'ils nous laissaient une autonomie et que ça fonctionnait bien comme ça, ils nous faisaient quand même confiance. Donc la solidarité là-dessus peut être une solution. Si tout le monde se met à dire non, tu fais pas ça, et qu'il y a des témoins, il y a beaucoup de monde, si par exemple se mettre devant les clients, ça peut être une technique pour pas qu'on vous demande ça, d'avoir des témoins. Mais je vais dire dans la restauration rapide, ça me semble difficile de lutter contre ça parce que c'est institutionnalisé, c'est normal, ce qui est absolument lamentable, quoi. Il faudrait vraiment... et même leur envoyer l'inspection d'hygiène, on pourrait se dire, allez, on va lancer l'inspection d'hygiène, mais le problème c'est qu'ils sont au courant. Alors pourquoi, comment ça se fait? Mais ce que j'ai pu voir, c'est que dès qu'il y avait une inspection là-bas, ils étaient au courant. Une semaine avant, ils savaient la date, l'heure précise, ils nettoyaient tout et ils jouaient à l'entreprise modèle ou au CD. Quand le service, je sais pas comment ils appellent ça, hygiène, sécurité, ne fait pas partie de l'entreprise et en fait c'est juste une vitrine, c'est une manière de dire regardez comme on est propre. Alors sur le chat, donc un AVNG a dit vous n'êtes pas écolo. Alors par rapport au fait de jeter de l'aliment. Alors oui, effectivement vu comme ça, mais ce qu'il faut retenir au niveau des DLC, c'est qu'à partir du moment où on retime de l'aliment, il n'y a plus aucun indicateur pour savoir déjà qu'il a été retimé. Or, c'est une pratique récurrente. Il peut arriver, c'est déjà arrivé, j'ai moi-même travaillé aussi là, comme V6 dans ce type de restauration. Les pains, par exemple, donc les pains des hamburgers ou autres, qui ont été retimés une fois, 2 fois, 3 fois, parce que personne ne sait qu'ils ont été retimés. Alors comment on sait qu'ils ont été retimés 3 fois, 4 fois? C'est que lorsqu'ils arrivent sur la chaîne de production, ça se voit, tout simplement. Parce Ils ont que, une nouvelle forme. C'est oui, moisi. et ils ont aussi de nouvelles couleurs. Et des petits grains qui apparaissent. Donc voilà ce qui se passe lorsque justement il y a ce retimage, ça a des conséquences extrêmement gravissimes et il est beaucoup plus facile pour eux lorsqu'ils ont affaire à des étudiants qui parfois par naïveté, et c'est pas péjoratif quand je dis le mot naïveté, c'est par manque d'expérience, par manque de recul. Même parce que t'as autre chose à penser, tout simplement. Ouais. T'as autre chose à penser qu'à ton taf, donc du coup tu vas pas faire super proprement ton taf, c'est qu'on va dire, mais tu vas le faire uniquement pour le blé, tu vas pas y penser plus loin, tu vas pas intellectualiser plus ton taf que de raison, contrairement à la plupart des autres travailleurs qui vont du coup un petit peu plus intellectualiser leur taf parce qu'effectivement c'est full-time job, c'est 35 heures semaine, très très souvent. Et de base, en plus, tu te dis quand même que quand t'es en CDI, il faut que tu réfléchisses un peu sur ton taf pour essayer de l'améliorer. Mais quand t'es étudiant, qu'est-ce que tu t'en fous? C'est d'un côté. T'en as besoin juste pour le fric. Oui. Très clairement. J'aimerais bien revenir juste, sur... il y a le chat qui en parle, on n'a pas le droit de donner au SDF, et puis sur l'argument écolo. Alors,
je vous ai dit, j'ai une autre expérience dans une restauration traditionnelle où l'ambiance est super et tout ça, où ça se passe super bien. Où là, souvent, quand il y a des produits qui sont de la date du jour et qu'on va les jeter, on dit bon, bah tu l'embarques. Donc, c'est les employés qui embarquent préférentiellement. Ça, c'est une solution, quoi. Au lieu de jeter, ben, on prend pour chez nous et puis on le fait le soir même et c'est bon. Concernant donner au SDF, alors, c'est souvent interdit. C'est souvent interdit, alors soit c'est les managers qui ne le veulent pas, soit c'est pour la réputation de l'entreprise, soit il me semble qu'il y a des lois qui posent problème aussi vis-à-vis de ça. Parce que Des j'ai arrêtés municipaux, très souvent. oui, voilà, il y a des lois qui posent problème là-dessus. Soit on nous interdit clairement. C'est ah non, tu vas pas les faire ramener encore ici, là, devant. Parce que ça gâche l'image de l'entreprise d'avoir des SDF devant la devanture, ce qui est épouvantable, hein, c'est absolument odieux. Mais bon, voilà quoi. Et oui, il y a des problèmes de loi, hein, parce que j'ai déjà vu des boutiques qui avaient pour habitude de faire venir la Croix-Rouge tous les soirs, arriver à la fermeture et prenaient tout ce qu'il y avait en reste de nourriture et les redonner et le redistribuer au SDF après. Et après, ils n'ont pas pu à cause des arrêtés municipaux. Alors bon, là c'est lamentable, hein, évidemment. Question pour vous. Travailler et étudier en même temps, c'est gérable de Maxime Myrtek. C'est difficilement gérable. C'est dur, hein. Alors, pour exemple, moi j'ai fait ma licence de psycho, donc j'étais en restauration rapide, je faisais 20 heures, de 20 heures à 25 heures. J'ai fait ça quelques années. Je comptais, hein, des fois, je me disais, quand est-ce que j'aurai une demi-journée de libre, hein, de congé? Ah, dans 2 semaines. Donc j'avais une demi-journée de congé toutes les 2 semaines. J'avais jamais un jour entier où je n'avais pas soit cours, soit la restauration rapide. Donc c'est un moment de folie. Généralement, quand on est obligé de travailler 20 heures, 25 heures, ouais, c'est un moment de folie. On tient un temps et après, on craque. On n'arrive plus. Il y a un moment donné, on n'arrive plus à suivre. Par exemple, pour le master, là, c'est quasiment impossible, quoi. Après, ça dépend peut-être des sections, mais c'est vraiment très dur, quoi. Donc voilà. Et même, enfin, des fois, t'as aussi des études qui se font en demi-journée. Donc moi, c'était le cas pour mon BTS, personnellement. Et le truc, c'est que souvent, ces études qui sont en demi-journée, c'est qu'elles demandent beaucoup de boulot personnel. Donc, enfin, moi, pour mon exemple, c'était en moyenne 5 heures par jour de taf perso. Donc, effectivement, j'ai cherché du boulot pendant cette époque quand même, parce qu'il me fallait un peu de fric. Bon, j'ai rien trouvé parce que voilà. Mais, mais voilà, enfin, c'est, à mon avis, franchement, Oui, c'est des études plus situations. travail. Et assez souvent, en plus, des études qui peuvent demander des stages. Enfin, études plus travail plus stage à côté. Enfin, c'est très Ouais, difficilement on y gérable. arrive, hein, on arrive un temps. On arrive un temps, mais oui, c'est une période de folie. Ou alors, ça va On être est tout le avec temps d'autres sur le organisations. qui-vive. C'est vraiment très dur, ouais. Après, c'est peut-être aussi avec d'autres organisations. Tu peux, enfin, par exemple, en passant par les études par correspondance avec le Crous, là, ça veut dire par contre que tu t'enlèves une quantité de travail sur tes études. Donc ça veut dire que d'un côté, tu étudies moins bien, mais tu peux réussir plus ou moins à travailler à côté. Mais Le c'est problème, très c'est très que délicat. on n'a pas le choix. Moi, Ouais. si j'ai travaillé pendant mes études, c'est qu'il fallait bien que je paye mon loyer. Je n'avais pas le droit aux bourses, mais ce n'est pas pour ça que mes parents pouvaient me payer un loyer, de la nourriture. Enfin, c'est un budget énorme, c'était impossible. Donc, bah, c'était la seule solution. Je ne pouvais pas, soit je travaillais, enfin, soit pour faire mes études, j'étais obligée de travailler donc en restauration rapide parce que ça me permettait d'être au boulot et la nuit au travail et la journée à la fac et travail personnel. Donc on n'a pas le choix des fois, hein, et bon. Alors il y a, alors que je retrouve le commentaire, c'est ça, Seb Alou, donc qui aussi, n'hésitez pas d'ailleurs parce que vous posez des questions, mais répondez aussi aux questions sur le chat, qu'on puisse les relayer. Seb Alou qui dit, je trouve que c'est vraiment ingérable et c'est pour ça que j'avais du mal à me lancer dans un job de vacances en sachant que je voulais me reposer des cours et prendre du bon temps, et c'est normal d'avoir envie de se reposer des Oui. cours. N'oublions pas aussi que les études peuvent parfois aussi générer du stress.
en fonction de ce qu'on fait, en fonction de la sensibilité de chacun aussi, parce que voilà, certains stressent plus facilement que d'autres, c'est normal. Donc qu'on puisse se reposer quand on est étudiant, c'est la moindre des choses. Or, lorsque ces temps de repos se transforment en temps de travail, cela forcément devient ingérable. Alors, puisque on va peut-être essayer de, comme on le disait tout à l'heure en introduction, d'essayer de terminer sur quelque chose, sur une certaine positivité, où ce qu'on entend par là, c'est peut-être les choses à construire, ce qu'on remarque, les problématiques qui reviennent. Margot Sauf voulait si, oui, tu voulais peut-être ajouter quelque chose. Oui, dans certains cas aussi, il y a une impossibilité pour certaines personnes de travailler. Donc là, je pense particulièrement aux problèmes de santé et au handicap. Et comme on est toujours dans cette logique de c'est l'employé qui a besoin de l'entreprise et pas l'entreprise qui a besoin de l'employé, les postes ne vont pas être adaptés. Et puis, on a toujours ce validisme autour de on va pas prendre un handicapé quand même, on va avoir trop de choses à faire pour lui et c'est pas aussi rentable que quelqu'un de valide. Donc, il y a aussi ça et les aides qu'on peut avoir, donc avec un statut de travailleur handicapé ou avec une allocation adulte handicapé, pareil, ça va pas suffire pour vivre. Et de ça découle toute une question de dépendance par rapport aux proches, par rapport à et des tensions énormes et complètement gâcher la scolarité et gâcher les études. Et enfin voilà, donc il y a aussi ce côté de quand on ne peut pas. Et ça peut aussi être pour les personnes qui sont valides, qui ne sont pas malades. Ça va avoir une répercussion sur les proches, sur les relations familiales et sur l'entourage. Oui, tout à fait. Peut-être juste, puisqu'il y a eu pas mal de remarques sur le chat, de choses qui ont été évoquées. Math 0 VM. Dans un de mes entretiens d'embauche, l'employeur m'a déjà demandé si j'avais quelque chose contre les choses peu légales. Bon. Ah oui, bon, ça commence bien. Ouais, dès l'entretien d'embauche, ça commence comme ça. Ouais. Y en a, oui, comme je disais, c'est que l'humain est tellement en masse qu'il y a même plus de limite là-dessus sur l'éthique ou ce que peut penser l'autre. Bon, bah allez. Ouais, c'est assez édifiant, hein. Et donc, quelle sanction alors de Joachim Dacosta, donc c'est un vieux commentaire, donc on essaie de faire monter un petit peu aussi ce qui a été dit. Quelle sanction peut-on imaginer pour les employeurs usant et abusant de contrats précaires, ACDD, services civiques, stagiaires, etc. Alors Les taquets. moi je suis pas pour les sanctions. Je trouve que les sanctions sont inutiles. Je préfère qu'on donne les moyens aux personnes de bien vivre et donc de pouvoir quitter leur emploi quand ça ne va pas ou de se mettre en danger d'être licencié. C'est-à-dire de dire bon voilà ça va pas du tout, vous me faites faire un truc illégal, c'est lamentable, au revoir. Moi je suis pas pour sanctionner l'entreprise, je suis plutôt pour que les gens aient la possibilité de les quitter sans peur, en sachant qu'ils auront quand même de l'argent pour payer le loyer et manger. Donc et que ce soit pas honteux aussi, parce qu'il y a la question du chômage honteux aussi qui est très mal perçu par la société. Donc moi personnellement je suis pour un revenu vraiment universel et non honteux et qui permet de payer le loyer et de manger. Voilà. Donc oui, effectivement, tout ce qui est... la question à poser, c'est comment pouvoir s'assurer que l'étudiant puisse subvenir à ses besoins et un minimum de confort, hein, pas seulement ce besoin vital, parce qu'on est des êtres humains, donc il ne s'agit pas simplement de manger quelques pâtes et d'avoir un tout petit espace où on peut à peine écrire quoi que ce soit parce qu'on peut même pas mettre de bureau. Donc il y a tout ce problème de bourse, il y a tout ce problème effectivement de l'accompagnement des étudiants, il y a le fait qu'on n'est pas tous à égalité, non seulement par rapport à sa condition sociale, aussi par rapport à sa condition physique, donc là on vient en validisme. Donc c'est là aussi toute la difficulté et les points qui sont à travailler sur cette question, comment subvenir à ses besoins quand on est étudiant. Alors j'aimerais bien revenir sur la question des sanctions. Quand j'ai dit que j'étais pas trop pour la sanction, évidemment qu'il faut sanctionner les personnes qui font des choses illégales ou qui font des choses illégales, qui sont des délinquants. Il faut les sanctionner, hein. Si j'ai dit que j'étais pas trop pour la sanction, j'ai dit que c'est parce que c'est inefficace.
Euh, En Il y a fait, des c'est plus dans sanctions, l'idée, par exemple pour les quand c'est quelque chose. licenciements. On licencie des gens, ça leur coûte de l'argent, c'est pas grave. Ils vont au prud'homme, c'est pas grave. Parce qu'il y a un budget pour ça. Il y a des supermarchés, là, ils expliquent très bien ça. Dans La mise à mort du travail, c'est un documentaire. On voit des gens au prud'homme. Et en fait, ouais, il y a un budget. C'est pas dans le planning, enfin bon, dans leur truc, c'est prévu. Donc, ils s'en foutent des sections. C'est pris en compte. Voilà pourquoi je disais que je n'étais pas pour les sanctions, c'est parce que elles finiront par être budgétisées et il n'y aura pas de problème. Donc il faut, ouais, pour moi, voilà. Ben, En fait, dans l'idée, c'est le système qui, du coup, enfin, c'est la loi qui n'est pas adaptée au système actuel, donc il faut réadapter le système. oui, alors il y a aussi le problème de la représentation, il y a le problème du contrôle, c'est-à-dire que quasiment nulle part, faites attention à ça, quasiment nulle part on parle de l'exploitation étudiante dans le monde professionnel. Quasiment nulle part, c'est un sujet, on le sait plus ou moins que les étudiants ils en bavent, on le sait plus ou moins qu'il y a des abus, mais on fait pas grand-chose. Après tout, même, on se félicite que les étudiants puissent travailler et on essaye, pourquoi pas. Et là, on revient sur l'argument du travail le dimanche. Allons-y, hein, débloquant le travail du dimanche, les étudiants seront bien contents. Donc, on prend le problème à l'envers. Donc, commençons déjà par reconnaître l'exploitation étudiante. Ça implique quoi? Ça implique qu'il y ait, pour ce type de travail, qu'il y ait la possibilité déjà, vu qu'il y a beaucoup de turnover, vu qu'il n'y a pas une permanence des salariés, peut-être de faciliter tout ce qui serait démarche et une protection au niveau des salariés s'ils veulent se syndiquer, s'ils veulent mettre un syndicat et des représentants du personnel syndiqué dans l'entreprise, peut-être trouver d'autres possibilités pour installer des formes de représentation dans les entreprises où le turnover est trop important, parce que ça on n'en tient pas compte. Très souvent on tient compte du nombre de salariés dans l'entreprise, mais on tient pas assez, ou voire pas du tout, du turnover dans l'entreprise. Or, lorsqu'on ne prend pas, lorsqu'on est dans le quantitatif, le nombre de salariés, et non pas dans la temporalité, c'est-à-dire le turnover des salariés, on voit qu'on ne peut rien installer en termes de représentation dans l'entreprise si les salariés partent au bout de 2 mois, 3 mois, ou voire 1 an. Le turnover est beaucoup trop faible pour qu'il puisse y avoir une installation. Donc ça doit être pris en compte, et pour commencer, il faut au possible crier et faire savoir qu'il y a une exploitation étudiante afin de faire du forcing pour que ce problème aille sur la table. Du coup, je reprends un commentaire qui vient tout juste d'être publié, du coup, dans les commentaires. Et concernant les étudiants, il y a aussi une vieille idéologie qui vient qu'un jeune doit en chier pour apprendre la vie. Ah oui. oui. Euh, Alors le ça, christianisme. non, c'est pas forcément Non. ça. C'est que, alors il y a un biais, Depuis hein. 10 ans. Quand quelqu'un a souffert dans sa vie, qui s'est fabriqué comme ça, qui a commencé sa vie, il veut que les autres, les jeunes générations, soient comme lui. Il pense que c'est normal parce qu'il a rationalisé cette chose-là, cette souffrance. Il a modifié les modalités de ses souvenirs pour en faire son parcours glorieux, etc., etc., hein. Tout ça, c'est un petit peu inconscient, mais on a souffert, on veut que l'autre souffre aussi également, parce que ça serait ça, une certaine forme d'égalité. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça, évidemment. Je pense que on a capacité d'évoluer, que le monde il évolue quand même, et que c'est important d'avoir cet altruisme, de pas vouloir que l'autre souffre comme on a souffert. Ça ne va pas réparer cette souffrance-là. Je pense qu'on peut souhaiter plutôt à ceux qui sont plus jeunes de ne pas avoir vivre cette souffrance. Et ça, là, on sera guéri un petit peu de ce qui nous fait mal. Il y a aussi les logiques de reproduction, c'est-à-dire, tu disais, par exemple, j'en ai chié quand j'étais étudiant, pour les plus vieux, j'ai fait mon service militaire, ou je sais pas, bon ça c'est autre chose, mais en tout cas il y a toujours cette idée de rite initiatique, hein, qui est quasi mythique, que dans le parcours on va dire, du jeune adulte, voire de l'adolescent, que sa confrontation à la réalité, entre guillemets, comme si déjà étude réalité c'était séparé, que cette confrontation à la réalité soit violente.
Cette logique de reproduction, c'est que parce que nous on l'a connue, et bien parfois, tout simplement par une sorte de fainéantisme intellectuel, on se dit bah oui c'est normal, ça forge le caractère, Ouais, c'est ce que etc. j'appelle une rationalisation en fait. C'est que, faute de pouvoir expliquer la légitimité de cette souffrance ou l'origine de cette souffrance, on la rationalise, on en fait une belle histoire, on en fait une belle histoire. Pour nous protéger, nous, pour avoir une cohérence psychique, on va dire. Mais bon, est-ce que ça aide autrui? Est-ce que ça nous aide nous? Non, parce qu'on ne voit pas, on se cache une réalité à se dire que c'est normal ça. Non, il faut accepter de dire j'ai souffert là, c'était pas juste. Même si j'ai rationalisé ça et que j'en ai fait une belle histoire, c'était pas juste. Pourquoi souffrir pour ça? Pourquoi souffrir pour des frites, par exemple? Euh, Et mettre en péril ses études. Alors, juste une petite remarque de Maxime qui voulait ajouter dans ce qui a été dit. En vrai, les jeunes, on les dresse avec ça, on les casse en fait. Et effectivement, c'est là aussi le problème. C'est qu'il y a dans cette violence de ces jobs-là, il peut y avoir, parce que parfois on n'a pas le choix, bah, il est plus facile parfois d'accepter que de dire non. Et parce qu'on accepte justement à cette période de la vie, parfois, bah justement, tu parles de dressage, ça peut être effectivement le mot, bah c'est extrêmement violent, mais il y a cette idée-là derrière aussi, quand on dit de forger le caractère, peut-être devrait-on parler davantage de dressage, effectivement, oui. Bon, on s'était donné à peu près 1 heure et demie qu'on a dépassé, c'est très bien et c'est tant mieux. Donc continuez d'ailleurs, on prend toujours vos commentaires et vos questions. Mais on va justement essayer d'être dans qu'est-ce qu'on peut faire cette positivité. Donc on a parlé justement de cette reconnaissance de le fait que ce ne soit plus un sujet tabou secondaire de l'exploitation étudiante par rapport au travail, des stagiaires. De certains qui ne peuvent pas travailler, soit à cause de leurs études, soit à cause bah, tout simplement là on revient au validisme, Margot. De capacité physique aussi. Voilà. Parce qu'on n'a pas non plus, et ça aussi, c'est jamais reconnu la même sensibilité par rapport au stress, etc. Parce qu'il y aurait cette idée qu'on aurait tous une même réception face au stress, etc. C'est faux, faut arrêter. Oui, Margot. Je coupe. Désolée. À propos de ça, on a eu un message tout à l'heure de Runred Codeline, je suis désolée pour la prononciation, qui dit « Et évidemment, les gens neuroatypiques ne sont jamais considérés comme ayant réellement besoin d'aménagement, et comme ça affecte ta sociabilité, c'est impossible à gérer. » Donc neuroatypique, c'est le contraire de neurotypique, qui est être neurotypique, c'est avoir une construction neurologique dans la moyenne, dans la norme, on va dire. Donc, par exemple, parmi les personnes neuroatypiques, on a des personnes autistes. C'est le premier exemple qui me vient en tête. Et c'est vrai que c'est encore du validisme et c'est encore plus marqué pour les maladies invisibles, pour les personnes neuroatypiques, les personnes avec des maladies psychologiques, de santé mentale qui sont accentuées par des mauvaises conditions de travail. Enfin, il y a un vrai problème, comme tu dis, à propos de ça, et encore plus pour les personnes avec des maladies invisibles, soit psychologiques ou physiques, même si les deux sont bien souvent liés. Ouais, il y a une grande méconnaissance aussi de la part à peu près tout le monde, je dirais. Ça, c'est assez partagé de ces profils neurologiques non typiques. Donc ça n'aide pas non plus. Donc voilà, là-dessus, ce sont des perspectives. Alors il y a autre chose aussi, ça mérite réflexion et peut-être des pistes que vous pouvez partager, c'est comment essayer de rendre un peu plus sympathique le travail étudiant. Il est tout à fait possible un petit peu d'essayer de trouver des solutions, de détourner justement le travail étudiant. Alors je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Il y a notamment dans certains services, certains étudiants sont agents d'entretien, donc c'est le mot pour dire de faire du ménage, je ne sais pas, par exemple dans les cages d'escalier. Très souvent, ce sont des gens qui se retrouvent seuls à nettoyer, passer le balai dans des cages d'escalier, ou dans des magasins, ou dans des bureaux le soir, ils sont tout seuls, etc. Il y a des étudiants parmi eux, beaucoup.
Eh bien, comment peut-on détourner une activité qui peut être finalement assez enfin en tout cas par rapport aux études, surtout quand on travaille la nuit et quand on travaille tôt le matin, bah, c'est forcément épuisant, et bien de trouver des petites choses toutes bêtes comme le fait, si possible, et ça vaut pour tous les autres métiers qui peuvent rendre ça possible, d'avoir par exemple sur soi un lecteur MP3 et d'écouter des livres audio, d'écouter des émissions de radio, soit des choses qui font plaisir ou des choses qui peuvent aider aussi par rapport à ces études comme des cours. Donc si vous avez la possibilité, donc ça c'est un exemple, si vous avez la possibilité de pouvoir détourner tout en continuant à faire votre travail, puisque évidemment, et d'ailleurs on peut tout à fait écouter ces cours en audio et nettoyer une cage d'escalier convenablement, bon, il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous pouvez le faire, si vous pouvez trouver des solutions comme cela pour retrouver un sens à ce qui est insensé, le fait de travailler, n'hésitez surtout pas à le partager. Bah, d'ailleurs, si vous avez des solutions comme ça, jusqu'ici on relaye beaucoup de témoignages par rapport à des choses paradoxales, par rapport à des souffrances au travail, par rapport à des abus, etc. Mais n'hésitez surtout pas aussi à envoyer des témoignages ou des éléments de piste ou des choses que vous avez vous-même testées. Comment faire Voilà. pour régler ça? Comment faire pour améliorer ça? Quand faire tout ça? Voir des solutions, réfléchir à ça, inverser les choses. Détourner arriver à détourner donc le travail, arriver parfois aussi, et ça aussi c'est une thématique qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est important. On parle souvent de désobéissance civile, il faut aussi parler de désobéissance au travail, dans le monde du travail, Oui. puisqu'au travail, désobéir c'est proscrit, désobéir c'est se faire virer, désobéir c'est... Or, la désobéissance parfois est nécessaire. C'est nécessaire et c'est utile à l'entreprise. Alors, il y a un petit exemple qui vient d'entreprises américaines dont je n'ai plus le nom, mais je mettrai la source après, qui prône la désobéissance. Quelqu'un va désobéir très fortement, s'opposer à la hiérarchie, paf, promu. Il est promu. Pourquoi? Parce que ce rebelle-là qui ose s'opposer aux dirigeants, il en veut. Il veut améliorer l'entreprise. Il a trouvé un point négatif. Il le souligne avec tact, correctement. Donc on sait qu'il va faire quelqu'un de bien, un bon responsable. Parce qu'il voit où sont les problèmes et il a cette force de les résoudre. Donc dans certaines entreprises, bon c'est très rare hein, des entreprises comme ça, la désobéissance, le fait d'être rebelle est très très bien perçu. Parce que c'est extrêmement créatif, c'est un vecteur d'évolution aussi pour l'entreprise. De casser un petit peu les codes qui sont établis, de dire, non ça ne fonctionne pas, on ne fera plus jamais ça et on va changer ça. Et donc ça, oui, il faudrait que les entreprises réfléchissent à ça. La désobéissance, c'est un moteur pour avancer. On casse, on reconstruit, c'est comme ça que ça fonctionne. Autre chose, pour les petites astuces pour rendre la souffrance au travail un peu plus vivable, on va dire. Moins dur. Ouais, quand vous faites des études en sciences humaines, que ce soit en psycho, en sociaux, le travail, même s'il est pénible, s'il est très difficile, c'est toujours une observation. C'est toujours une observation qui vous servira pour les études. Ouvrez bien vos yeux, vos oreilles, retenez ce que vous voyez parce que c'est riche d'enseignements, même si vous souffrez là-dedans. Ça va vous permettre de vous distancier, si par exemple vous vous faites harceler, ça va vous permettre de vous distancier un peu de ça et peut-être de vivre un peu mieux. Alors bon, c'est pas ce qu'il faut faire prioritairement hein, si vous êtes harcelé, il faut demander de l'aide à vos collègues tout de suite ou ailleurs. Donc ça peut permettre de vivre. Alors pas forcément quand on est étudiant, hein, quand on est artiste, on a ce regard distancié aussi. Il y a C'est ça. faire de la stylistique avec ce que tu vis. Ça permet d'apaiser, tout simplement. Oui, d'inspirer aussi. Donc il y a toujours moyen de se distancier un peu mentalement, on va dire. Hein. C'est pas être malade que je vous propose là, hein. C'est juste prendre de la distance pour pas vous sentir votre ego ne soit pas investi dans ce qui se passe, que vous soyez en position d'observateur, récoltant des données qui pourront vous servir pour vos études ou autre chose. Déjà, ça peut permettre de moins souffrir. Et évidemment, cultiver la solidarité. Partout où vous passez, même si les gens, vous arrivez, hein, moi j'ai fait de l'intérim aussi, vous arrivez, on vous regarde de travers, vous n'êtes pas le bienvenu du tout.
faut pas prendre ça pour soi, faut arriver volontaire, dire allez, c'est pas grave s'ils me font la tête, je vais aller vers eux, je vais montrer que eux ils valent mieux que ça, et je vais leur dire d'être épatés par le travail qu'ils font, par leur expérience. C'est des petits mots, hein, c'est des petits trucs, mais qui tout de suite vont améliorer le rapport social. Même si on ne va pas bien accueilli au début, c'est bien d'essayer de faire l'effort parce que vous verrez assez rapidement que ça change pas mal de choses de faire ces petites remarques positives. Et ça vous faire du bien aussi, tout simplement. Bien, alors, bon, beaucoup de pistes ouvertes, et notamment sur cette question de l'exploitation étudiante. Beaucoup de choses ont été dites, on va essayer peut-être à partir du chat, je crois qu'il est conservé, de développer par la suite. Et de toute façon, on va faire d'autres lives avec d'autres thèmes, avec d'autres personnes qui vont venir pour animer les prochains lives. Ah oui, c'est tout. Ah oui, il faut que ça tourne. Oui, oui. Le chat ne va pas être conservé. Par contre, si vous gardez les idées que vous avez, les messages que vous avez, vous pourrez les poster en commentaire de la rediffusion de la vidéo qui normalement dans, je sais pas, une demi-heure, je sais pas combien de temps YouTube met pour les faire. Donc gardez vos idées et vous pourrez les mettre en commentaire de la vidéo qui, eux, seront conservés. D'ailleurs, nous en profitons pour vous annoncer qu'on va prochainement ouvrir un forum, donc ça va pas tarder, destiné donc à pouvoir échanger par rapport aux discussions, aux témoignages, et de continuer à prolonger justement ces pistes, ces éléments pour essayer, de supporter certaines conditions, et si possible, de les améliorer. Donc, et de 3, relancer certains vieux projets qui étaient un petit peu en suspens et que du coup on va pouvoir relancer. Voilà. Donc c'était super. Apparemment le chat ça s'est bien passé aussi. Et donc, on aurait désolé de ne pas avoir pu relayer autant. Voir toutes vos questions, tout ça, mais on se rattrapera après sur les commentaires YouTube. Et puis là on en a gardé quelques-unes aussi, donc à la rigueur on fera un petit article pour présenter la rediff du live, et puis on en profitera pour répondre aux questions. En tout cas, merci de votre participation, vos petits témoignages, c'était assez étonnant, édifiant aussi, ce que vous avez pu nous raconter, et très enrichissant aussi de notre part. Et voilà, vous découragez surtout pas, et continuons, avançons, déconstruire pour construire. Alors, bisous tout le monde, merci aux modérateurs, merci à ceux qui sont derrière, qu'on ne voit pas. À la prochaine fois. Bisous. Bonne nuit. Message dans le chat. Au revoir.